je reviens pas longuement sur un point qu'a évoqué Jean-Marie. Moi, c'est quelque chose qui me paraît vraiment important aujourd'hui. C'est sur quels critères est-ce que les managers, est-ce que les patrons sont évalués dans les entreprises? Parce que quand vous regardez les déclarations des présidents, les rapports annuels, on vous dit l'humain est notre principal actif, etc. Mais vous regardez en réalité ce sur quoi les patrons et les managers à tous les niveaux sont évalués et sur quoi ils touchent leur rémunération variable, et vous verrez que dans 3 cas sur 4, c'est que sur des critères financiers. Et je suis convaincu que c'est à la fois l'intérêt des personnes, mais aussi l'intérêt des entreprises, que les managers, y compris les dirigeants, soient évalués sur des critères qui dépassent seulement l'aspect financier, qui est de l'économique, qui est de l'humain, et qui est aussi bien sûr de la satisfaction des clients. Alors, sur l'animation des hommes, 2 ou 3 choses. D'abord, moi ce qui me frappe, c'est qu'en particulier dans les grandes entreprises, de plus en plus on essaie de mettre les gens dans un même moule. Vous savez, vous connaissez ça par cœur, les entreprises font des référentiels de compétences et on définit dans un métier donné toutes les compétences qu'il faut maîtriser. Et ensuite, on vous dit, bah voilà, maintenant on regarde si les gens ils sont conformes au référentiel de compétences. S'ils ne le sont pas, s'il leur manque quelque chose, bah soit ça veut dire qu'ils ne sont pas aptes à tenir le poste, soit éventuellement on va les former pour les faire rentrer dans le moule. Donc on forme les gens que sur leurs points faibles. On revient à la question des progrès. On s'acharne sur les points faibles des gens. Et pourtant, quand vous regardez les gens qui sont les meilleurs employés, les meilleurs cadres, les meilleurs commerciaux, ce ne sont pas des gens qui correspondent au référentiel de compétences. Jamais. C'est des gens qui ont toujours d'énormes points faibles. Mais pourquoi ils sont les meilleurs? Parce qu'ils ont justement des talents, des points forts qu'ils ont su exploiter. Donc nous, ce que nous disons, c'est arrêter de vouloir faire entrer les gens dans un même moule, aider au contraire chacun à exploiter, à découvrir et à exploiter ses talents. Aider chacun à devenir un peu plus unique au lieu de rendre les gens un peu plus identiques. Deuxième idée très rapidement, beaucoup de systèmes dans les entreprises, finalement, contribuent à rendre les gens obéissants. Les règles, les procédures, même le système d'entretien annuel, finalement, on donne aux gens des objectifs, on dit voilà ce que tu dois faire. Et puis, on va faire un entretien d'évaluation, on va vérifier si les gens ont atteint leurs objectifs. Alors, je ne vais même pas discuter ici sur est-ce que les objectifs sont arbitraires, est-ce qu'ils sont atteignables, etc. C'est déjà tout un problème. Mais en plus, quand vous demandez aux gens qu'est-ce que tu as fait de vraiment remarquable, de ce dont tu es fier, ce qui a été le plus utile à l'entreprise, ben vous verrez qu'au moins une fois sur 2, la personne vous parlera de quelque chose qui n'était pas dans ses objectifs. Parce que la personne, en fait, ce qu'elle a fait d'essentiel, c'était de donner un coup de main sur un problème qui est survenu, que personne n'avait prévu. Ça aurait été de partager, de contribuer à un grand projet qui est arrivé en cours d'année et que personne n'avait prévu quand on a fixé les objectifs. C'est quelqu'un qui a pris une initiative, qui a eu une idée, qui a fait avancer son idée, etc. Et aujourd'hui, tous les systèmes, notamment les systèmes d'évaluation, sont faits pour vérifier si les gens ont été obéissants et s'ils ont atteint les objectifs. Et on n'évalue pas toute la contribution que les gens peuvent avoir. Donc dans ce bouquin, on propose d'autres façons d'évaluer les gens d'une façon beaucoup plus large sur toutes les façons dont ils peuvent contribuer au progrès de l'entreprise, que ce soit le progrès économique, le progrès humain, le progrès pour les clients, et en faisant des choses qui leur étaient demandées ou en faisant des choses qui ne leur étaient pas demandées. Parce que nous pensons qu'on a besoin de développer l'initiative beaucoup plus que l'obéissance. Voilà quelques mots sur l'animation des hommes. Le problème, c'est de passer du management au leadership. Alors, les managers, qu'est-ce que c'est les managers? Vous avez bien compris, les managers sont dans le conscient, dans le perçu. Ils font très bien, normal, s'ils sont de bons managers, bien sûr, ils savent bien gérer faiblesse, force. Qu'est-ce que c'est qu'un leader? Et tout le monde peut devenir leader. Tout peut, alors Malraux a dit, tout peut s'apprendre, même le courage. Pourquoi on n'apprendrait pas le leadership? Et le vrai patron, c'est un leader de leader. Alors le leader, qu'est-ce que c'est? On appuie sur le... Tu appuies? Alors, le leader, c'est d'abord, bonne nouvelle, un excellent manager. Parce que s'il n'est pas manager, donc c'est un manager encore meilleur qu'un manager moyen et surtout très, très exigeant, ambitieux. S'il n'est plus ambitieux pour son entreprise, à la fois humain et métier, il faut qu'il passe la main. Et ça, combien on voit de gens qui, enfin... Donc l'idée, c'est qu'on voit des gens qui s'assoupissent. Et là, il faut avoir le devoir, lorsqu'on n'est plus assez exigeant, de passer. Et ensuite, le titre, il y a une erreur, c'est pas lui qui déploie, son équipe. Parce que personne n'a toutes les qualités. Un seul homme ne peut pas avoir toutes les qualités. Par contre, une équipe de direction peut avoir toutes les qualités. Et donc, son équipe de direction doit faire... Donc, lui, c'est un bon manager, il peut déployer, lui,
un de ces trois, des trois, mais son équipe, les trois autres différentes. Donc vous avez sur l'inconnu, il est audacieux, c'est-à-dire qu'il ose introduire des choses dans son entreprise. Là, il est pionnier, copieur, comme une éponge, comme un japonais. C'est-à-dire tout ce qu'il a vu à l'extérieur qui marche, ou qui est expérimenté même, il l'applique, et puis humilité devant les faits, ça marche, on continue, ça devient une faiblesse, ça devient une force, ça ne marche pas, ok, eh bien on change. Ensuite, deuxième point, sur la culture, vous voyez, c'est le gardien, alors là c'est plutôt le rôle du leader, ça ne se délègue pas tellement, on passe la suivante. Là, dans la culture, c'est le donneur de sens, c'est le garant des valeurs. C'est vraiment celui qui dit, voilà, attention, la ligne jaune, on ne franchira pas cette ligne jaune. C'est actuellement dans la crise aujourd'hui, c'est l'éthique. Et enfin, lorsqu'on arrive au leadership, ça c'est la vraie innovation. Lorsqu'il est là, on peut véritablement innover. Et innover, c'est-à-dire on ne copie plus, on innove. Donc voilà ce que c'est qu'un leader. Et donc l'idée d'un leader, eh bien, c'est on peut être leader à tous les échelons. Et enfin, la dernière chose, l'utopie. Alors ça, c'est la conclusion de ce bouquin. Aujourd'hui, et c'était assez prémonitoire finalement ce bouquin, comme personne, on avait prévu la crise aussi violente. Et si rétrospectivement maintenant on se dit finalement si on avait appliqué ça, eh bien peut-être qu'on aurait pu éviter la crise. Et peut-être que pour sortir de la crise, il faut oser appliquer ça. Eh bien, qu'est-ce que c'est cette utopie? C'est oser inverser l'ordre des priorités. Aujourd'hui, on fait la suite. Aujourd'hui, vous avez trois choses dans une entreprise. Vous avez les hommes, les clients métiers, vous avez vu, et l'argent, les actionnaires, le capital humain, les finances. Et aujourd'hui, carrément, notre capitalisme anglo-saxon, court-termiste, privilégie, on part de l'argent des actionnaires, avec des rendements de plus en plus court terme et de plus en plus élevés. 15%, c'est une aberration trimestrielle. Ensuite, il passe aux clients métiers, etc. Et en général, les hommes, c'est la variable d'ajustement. On n'a pas le temps de s'en occuper, c'est le machin. Moi, je pense que, et avec Philippe, on est persuadé que l'entreprise qui gagnera ce 21e siècle, et notamment qui surmontera la crise, c'est celui qui osera inverser l'ordre des priorités, qui partira du capital humain. Avec ce capital humain, il fera une stratégie client-métier intelligente. Et ensuite, il y aura, comme conséquence, les résultats financiers. Et à ce moment-là, cette entreprise soi-disant utopique, elle met en branle trois cercles vertueux. Premier cercle vertueux, suivant. Premier cercle vertueux, eh bien, on a des résultats de plus... Je parie, je ne peux pas vous le prouver, qu'on aura des résultats de plus en plus élevés comme conséquence. Et cela, il faut les partager avec les collaborateurs, d'où le dividende du travail. C'est-à-dire qu'il faut donner une partie aux actionnaires, normal, rémunération du capital, et évidemment aux hommes et aux femmes qui contribuent, et à l'impôt, c'est-à-dire donc à la société. Premier cercle vertueux. Deuxième cercle vertueux, c'est le petit B là que vous voyez. Au fur et à mesure que votre vision, métier, client devient de plus en plus ambitieuse. C'est-à-dire, au fur et à mesure que vous avez des résultats, vous mettez en branle une vision économique plus ambitieuse. Vous êtes, vous êtes leader dans une petite région, eh bien, vous devenez leader dans un pays. Ensuite, vous devenez leader dans deux pays contigus, en revanche de la géographie. Ensuite, vous êtes leader dans votre continent. Ensuite, deux continents. Ensuite, trois continents, et vous devenez leader mondial. Deuxième cercle vertueux. Et enfin, il y a un troisième cercle vertueux. C'est clair que les actionnaires sont de mieux en mieux rémunérés, et comme les actionnaires. Voilà l'utopie. J'espère que... moi, je ne le verrai peut-être pas, mais j'espère que mes enfants et mes petits-enfants verront ce genre de capitalisme gagné. Et c'est bien l'entreprise réconciliée, vous voyez bien, le titre, c'est bien celle qui réconciliera et le capital et le travail. Et quand je dis réconcilier le capital et le travail, vous avez compris que de plus en plus, le capital immatériel, le travail, devra prendre le pas sur le capital purement financier. Merci.